Aujourd'hui, on va parler de ce fameux syndrome de la dent fissurée. Je pense que la dent fissurée, c'est un cauchemar pour pas mal de dentistes, enfin pour tout le monde en général. On met toujours syndrome de la dent fissurée entre guillemets, parce que les syndromes, normalement, c'est un ensemble d'éléments qui vont rassembler vers une seule pathologie. Le problème ici, maintenant, c'est que le syndrome de la dent fissurée, ça représente plusieurs problèmes dentaires. Alors, on va discuter plusieurs points. N'hésitez pas, vous m'interrompez, on discute. Il y a des points auxquels vous répondrez mieux que moi, parce que ce sont des choses que je ne fais pas tout le temps. On va discuter d'où ça vient, toutes ces fissures, ces différentes fractures. Il y a plein de classifications qui existent. On va en prendre une seule, une qui est celle de l'Association américaine d'endodontie, et qui est relativement claire et qui permet, je pense, de tous les jours s'en sortir assez facilement. On va parler du diagnostic, les traitements, comment on peut traiter toutes ces dents-là. La partie reconstitution, là je ferai appel à vos connaissances et votre expérience. Et on va parler aussi de la prévention. L'étiologie, ce sont les forces occlusales avec ces fameux patients qui sont atteints de bruxisme. Et alors principalement, c'est les soins dentaires qu'on fait. Ça va. Nous sommes les plus grands créateurs de fissures dans les dents, surtout avec les préparations amalgames d'avant, notamment les émodés, avec des cavités qui sont rétentives. Les fractures, uniquement les fractures coronaires, on ne va pas parler ici de fractures radiculaires, elles commencent souvent à l'angle interne, donc dans le fond de vos box, c'est à cet endroit-là qu'elles s'initient. Et alors on va avoir, un trait qui va apparaître sur la crête marginale. Au niveau de la terminologie, vous voyez, ça fait 50 ans qu'on essaye de trouver le bon terme pour dire, voilà, cette fissure-là, c'est ça, cette fracture-là, c'est ça. On est plus ou moins d'accord avec la AAE maintenant, mais peut-être dans 10 ans, ça sera encore un petit peu différent quand on aura appris encore certaines choses. La classification, c'est la même chose, ça a évolué énormément. Des classifications qui peuvent être en fonction de la localisation, en fonction de l'étendue, ou juste en fonction des douleurs même, parfois des douleurs qui disent dentinaires, pulpaires et paro également. La classification qu'on va prendre et qui est actuellement la plus utilisée et la plus reconnue, c'est celle-ci. Donc on a 5 classifications différentes. La fissure améllaire, donc ça c'est vraiment, vous voyez la fissure améllaire sur l'incisive centrale, rectiligne dans le sens de la longueur, pour laquelle il n'y a aucune douleur, pour laquelle il n'y a rien, c'est là, c'est présent. Aussi sur les faces vestibulaires, linguales des molaires, souvent à la fin d'une obturation, là il n'y a rien à faire, dans ces cas-là c'est juste améllaire, il n'y a aucune profondeur, il n'y a rien du tout, ça va. Fracture cuspidienne, ça on va aller plus dans le détail. La fameuse dent fissurée qui est en fait vraiment juste celle qui nous gêne le plus, mais il va falloir définir exactement quand est-ce qu'on est dans le cas de cette dent fissurée. La dent fracturée, ça, quand elle est fracturée, on sait tous ce qu'il faut faire. Et alors la fracture verticale radiculaire. Et vous voyez, c'est différent de la dent fracturée. Ça va, et ça, on va bien séparer pour être sûr de chercher la bonne chose. Donc, les 3 clés pour s'en sortir, là il y a une petite blague, les 3 clés, l'hôtel des 3 clés. Vous voyez que j'ai un petit peu d'humour. Donc l'identification, ça va vraiment être l'élément pour pouvoir poser le bon diagnostic et le bon traitement derrière. On va associer avec l'identification symptômes pulpaires, donc est-ce qu'il faut faire un traitement endo ou pas. Et alors évidemment la prévention, détecter le plus rapidement, pas toujours peut-être attendre qu'on ait des symptômes au niveau du patient, peut-être qu'avant ça on peut déjà faire quelque chose. Alors le problème, c'est la dent fissurée, c'est qu'au niveau diagnostic, il y a tout. Ils peuvent se plaindre de tout. On peut tout avoir, mais principalement, ce sont des patients qui arrivent en disant « j'ai mal depuis quelques temps ». Parfois c'est au froid et hop, c'est très très bref, et puis après j'ai plus de problème. C'est assez diffus, on sait pas, ils ne savent pas trop quoi faire. Moi je ne sais pas très bien, j'ai un petit peu mal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Nous on fait une radio. On fait un test à la percussion, oui, non, tout va bien. Vitalité, ok, tout va bien.
on sonde un petit peu. Ah, oui, c'est un petit peu d'inflammation gingivale. Hop, on fait un petit détartrage. Généralement, c'est comme ça qu'on passe à côté des dents qui sont fissurées et qui vont poser de plus gros problèmes un peu plus loin. Donc, la douleur à mastication, que ce soit pression ou relâchement, on verra comment tester ça très simplement. Les douleurs brèves, donc c'est vraiment un petit lancement. Ils vont vous dire, ouais, vraiment de temps en temps, hop, je sens, j'ai ressenti une toute douleur et puis ça passe assez rapidement. Et alors on part un tout petit peu plus loin des symptômes de pulpite réversible. Ça, ce sont vraiment les 3 choses qui doivent vous faire penser à, attention, on est sur une dent fissurée ou sur une fracture d'une cuspide, il faut aller un petit peu plus loin, ça va. Et alors, il y a tous les autres diagnostics qui peuvent être aussi associés, fistule, abcès, nécrose et la pulpite irréversible, ça va. Le problème, c'est que quand on est face à une nécrose ou à une pulpite irréversible, ben voilà, on a les symptômes classiques. Donc, finalement, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'ouverture, on fait le traitement endo, et parfois on passe à côté également de la fissure, et puis qu'est-ce qui se passe? Le traitement endo ne fonctionnerait pas. Vous savez que ça n'arrive jamais chez moi. Mais parce qu'on passe à côté, en fait, de la réalité du problème à la base. L'identification. L'historique, il faut parler avec les patients. Parfois, il y en a qui vous disent « Ouais, un jour, j'ai mordu une cacahuète et j'ai entendu comme un crack. » Vraiment. Donc ça, il faut vraiment parler depuis quand c'est arrivé, qu'est-ce que vous ressentez, c'est quand vous mangez ou que les choses durent. Il faut vraiment discuter avec lui. L'examen clinique, il doit être complet, donc palpation vestibulaire. On regarde les apex, donc on prend son doigt, hop, et on va gentiment palper cette zone-là. On peut sentir plein de kystes, la réaction apicale. On peut parfois la sentir sur les racines mésio-vestibulaires des 6 du haut. Franchement, il y a plein de fois où on sent même et ça bouge, donc n'hésitez pas à mettre votre doigt pour vraiment trouver le problème. On peut faire la même chose en palatin. Quand vous sentez quelque chose en palatin ou en lingual, en généralement, c'est très mauvais signe. La percussion, ben ça, vous savez le faire, test de vitalité aussi. Le test du mordu. Alors, il y en a qui font les tests du mordu sur les cotons. Parmi vous, oui. Vous faites mordre sur un coton et puis le patient relâche et puis parfois il a mal au moment où il relâche, quoi. C'est un bon test. Maintenant, on a un tout petit instrument en plastique, je vais vous le montrer, qui permet d'être beaucoup plus précis sur ce test-là. C'est là qu'il va permettre de tester vraiment cuspide par cuspide pour pouvoir être beaucoup plus précis au niveau du diagnostic. Est-ce que c'est vraiment toute la partie vestibulaire qui est en train de se fracturer ou est-ce que c'est juste la racine distolinguale par exemple, la molaire du bas qui est celle qui se casse pratiquement le plus? Le sondage paro. Un sondage paro, quand on recherche des sondages ponctuels, il faut faire absolument une anesthésie, parce que sinon votre patient, ça ne va pas rester votre copain pendant très longtemps. Et en plus, pour faire un sondage correct, il faut quand même appuyer. Ça va, donc il faut qu'il y ait une certaine pression, demi-millimètre par demi-millimètre, tout autour de la dent. Et il y a parfois un moment où oups, on s'enfonce jusqu'au bout. Mais ça, on le verra, c'est un des signes pour juste la fracture verticale et pas du tout pour tout le reste des fissures. Parce qu'on cherche souvent ce fameux sondage ponctuel pour des dents fissurées, mais ça ne correspond uniquement à la fracture radiculaire. Radiographie apicale, ben ça c'est pour établir si on a une lésion, s'il y a des caries, etc. J'aime bien faire un bite-wing sur les suspicions des fissures-fractures. On peut avoir des lésions au niveau distal et mésial, juste au niveau paro, on peut voir, il y a petite perte angulaire comme ça, juste en distal, juste en mésial. Donc on peut voir ça. Le cone beam, on en parlera tout à la fin. Identifier les fissures et les fractures, ça nécessite de passer par la dépose d'obturation. On ne sait pas voir à travers un amalgame, on ne sait pas voir à travers un composite. Quand on a un doute, on enlève l'obturation, ça va? On ne perd pas grand-chose à enlever l'obturation, on fait ça proprement, sans enlever de structure dentaire saine, mais ça permet de voir toutes ces fissures, ces fractures, notamment d'établir est-ce que c'est une dent qui est fissurée ou est-ce qu'on est sur une fracture cuspidienne, qui sont franchement deux choses réellement différentes. La coloration au bleu de méthylène,
Vous voyez, c'est un petit produit bleu hein, que vous mettez sur une microbrush, vous mettez sur la dent, puis vous rincez, et alors le bleu de méthylène va vraiment se mettre beaucoup plus foncé au niveau de la fissure. Ça va? Ça permet de voir un peu mieux ces fissures. Maintenant, je vous avoue que c'est la manière de manipuler, c'est souvent un peu compliqué, on en met partout, ça fait des tâches impossibles, donc faites attention quand vous utilisez ça. Et puis il faut rincer un petit peu pour pouvoir vraiment mettre en lumière la fissure et la fracture. Ça fonctionne quand même pas mal. La transillumination, ça c'est avec votre lampe à polymériser, vous mettez sur les différentes faces. Et l'idée c'est d'essayer de voir, vous mettez sur la face antagoniste et vous regardez de l'autre côté. Et si la dent est fissurée, fracturée, il y a une grosse ligne noire qui va apparaître. Ça va? Notamment sur la fissure améllaire. Si vous faites ça sur l'incisive centrale, vous verrez un beau halo bleu sans aucune ligne noire. Et l'exploration chirurgicale, mais ça c'est quand même beaucoup plus... aller faire tout un lambeau, etc. pour aller voir s'il y a une fissure, c'est quand même beaucoup plus lourd pour le patient. Ça va, c'est clair pour vous pour le moment? Oui? Ça c'est le fameux test. Ça s'appelle SOT un two-slot ou SOT un frag finder. Ça coûte 30 €, c'est un bout de plastique, vous en achetez un et il durera 40 ans. L'idée c'est quoi? Il y a un côté avec juste une toute petite concavité et l'autre côté qui est beaucoup plus plat. Vous mettez la petite concavité sur la cuspide, vous faites mordre, vous faites relâcher, cuspide par cuspide, et alors on sait identifier laquelle fait mal et laquelle est probablement en train de se casser. Ça va? Si vous avez sur les deux vestibulaires les mêmes symptômes, la dent est probablement en train de s'ouvrir en deux. Ça c'est vraiment un instrument, je pense qu'il faut avoir, et c'est plus précis en réalité que le test du coton, parce que vraiment on peut localiser la cuspide qui pose problème. Alors pour identifier, ce sont ces trois éléments. On va localiser, est-ce que c'est un problème qui est coronaire, est-ce que c'est un problème qui est radiculaire, ou c'est un problème qui est les deux. Au niveau de la localisation, soit ça va être centré dans le sens MOD, donc vraiment plein centre de la dent. Prenez les deux crêtes marginales et ça rejoint l'une à l'autre vraiment tout droit. Soit on va avoir en fait une double direction, une direction MOD et une direction vestibulo-palatine. L'étendue, émail, dentine, les tissus pulpaires et radiculaires. Ça, j'ai déjà donné quelques éléments. Il y a énormément de dents postérieures et antérieures qui en ont. Ça peut être un défaut esthétique pour certains patients. Généralement, il n'y a aucune douleur. Il y a certains patients qui stressent un petit peu par rapport à ça, mais vous pouvez vraiment les rassurer. J'ai mis traitement esthétique, mais moi, je ne sais pas du tout ce qu'on peut faire pour ça. Je vous fais confiance. Je ne sais pas si... on peut faire des facettes, ce genre de choses, quelque chose, je ne sais pas. Je vous fais confiance pour le traitement à ce moment-là. Et sur les molaires, c'est souvent au niveau du sillon vestibulaire. Hop, vous voyez, vous avez la petite ligne qui part. Ça, ce n'est pas une fissure, ce n'est pas une fracture. À cet endroit-là, vous n'aurez pas une fracture verticale de votre racine. Ça, c'est impossible. Ça va? Les petites images que j'ai prises d'Internet, ça, c'est pas à moi. Ça, c'est vraiment typiquement les fissures améllaires. Et absolument rien à faire. Hein. Ça va? La fracture cuspidienne, généralement, elle a deux directions. Donc, le patient va décrire des douleurs vraiment typiques. Oh, j'ai mal depuis quelques semaines, surtout quand je mange. Généralement, vous arrivez à isoler avec le crack finder la cuspide qui pose problème. Alors, les cuspides qui posent souvent problème, ce sont les cuspides palatines des prémolaires du haut et les cuspides linguales des molaires du bas. Ce sont celles-là qui cassent le plus souvent en réalité. On va avoir cette double direction. Donc, quand vous allez déposer l'obturation, vous allez avoir donc, la crête marginale et puis hop, ça va prendre un tournant, soit vers vestibulaire, soit vers lingual. Alors, comment est-ce qu'on va traiter ça? Généralement, il n'y a pas de problème en dos. Donc, il n'y a pas de nécessité de faire les traitements en dos. Et alors, il faut éliminer la cuspide qui est responsable. Donc, moi, ce que je fais, c'est on la coupe quelques millimètres. Et alors, je pense qu'idéalement, il faudrait une préparation périphérique. Mais ça, je ne suis pas expert non plus dans la restauration à cet endroit-là. Mais en tout cas, il n'y a pas de nécessité de fraiser la fissure. Vous avez déjà entendu ça? Allez, on va faire un box au niveau de la fissure. Si vous faites un box au niveau de la fissure,
vous allez surtout rendre la dent beaucoup plus fragile et probablement qu'on ne pourra pas la conserver. Donc il ne faut pas essayer de fraiser pour essayer de voir au niveau de la crête marginale jusqu'où elle va. Beaucoup de dents vont devenir non restaurables si on a ce genre de réflexe. Je pense que maintenant on fait beaucoup plus tout ce qui est les onlays, les overlays, ce genre de choses-là, qui permettent probablement de sauvegarder beaucoup plus de structure dentaire qu'une couronne périphérique. Et donc, je pense que ces fractures cuspidiennes, il y a une grande partie qui peuvent être, on peut les tailler comme une préparation d'overlay, et puis les reconstituer peut-être avec un composite direct, et finalement le problème est résolu en une séance. Ces fractures cuspidiennes, elles peuvent évoluer, et on va arriver sur d'autres choses. Alors la dent fissurée, elle, c'est vraiment celle-là qui nous ennuie, parce que tout est variable. Vous pouvez avoir tous les symptômes, vous pouvez avoir des douleurs au froid, de durée, que ce soit brève ou spontanée, qui dure. C'est très variable, et c'est pour ça que c'est un peu la galère. C'est parce que s'il y a un petit peu tout, on ne sait pas trop, on ne voit pas, on ne sait pas. Et alors, on ouvre la dent, on fait le traitement endo, et puis on voit plus tard ce qui se passe. Le mécanisme de la douleur de la dent fissurée, il est en 2 étapes. La première étape, c'est vraiment sur le principe hydrodynamique dentinaire. Donc, vous savez, dans les tubes dentinaires, il y a tous des fluides. Et quand ces fluides sont amenés à être sous pression avec l'air, quand on mange du sucre, les changements osmolaires, et quand il y a les fameux mouvements de la dent qui est en train de se fissurer, de la cuspide qui est en train de se casser, on va avoir tous ces mouvements-là qui vont en fait solliciter les fameuses fibres. Vous savez, il y a 2 types de fibres qui donnent les douleurs. Vous avez ces fibres-là qui vont donner des douleurs qui sont brèves et aiguës et qui sont aussi celles responsables lorsqu'il y a un déchaussement et qu'on a des douleurs vraiment de sensibilité dentaire. C'est la même chose. Ce sont ces fibres qui sont juste en fait à la jonction de la pulpe et de la dentine. Ça va ? Et alors en dessous, on a les fibres qui sont vraiment dans la pulpe dentaire qui vont donner les problèmes endo et qui sont en fait des fibres nerveuses qui sont plutôt sujettes plutôt sensibles à tous les facteurs inflammatoires lorsque la pulpe souffre, que ce soit d'exposition lors d'un traumatisme ou de bactéries, soit par une carie, soit par évidemment l'évolution de la fissure. Donc ça, c'est les premières douleurs qu'on va avoir. Et là, on reconnaît bien les premières douleurs dont se plaignent les patients. Et puis alors, l'infiltration par les bactéries au niveau de la fissure. On arrive à des symptômes endo beaucoup plus connus, avec des douleurs spontanées qui sont importantes. Toujours quand on est sur des problèmes de dents vivantes, la localisation est toujours beaucoup plus compliquée que sur une dent qui est nécrosée. Donc ça, c'est vraiment les mécanismes de la douleur. Donc 1, on a vraiment l'hydrodynamisme au niveau de la dentine, et puis 2, c'est vraiment un problème inflammatoire. Et on sait que quand le problème est inflammatoire et que les bactéries sont au niveau pulpaire, il va falloir faire un traitement au niveau pulpaire, que ce soit des traitements endo complets, où on voit maintenant apparaître beaucoup plus les fameuses pulpotomies complètes de la chambre en laissant du tissu vivant au niveau des racines. La dent fissurée. Donc, ça, c'est une indication où on ne va pas réfléchir, enfin, on va réfléchir quand même, mais on va extraire. Mais quand on a une implication du plancher, ça c'est assez évident, on va extraire. Quand on a une implication de la jonction amélo-sémentaire, donc, il va falloir à partir d'un moment donné aussi avoir des aides optiques, des loupes. On peut commencer à voir, je pense, pas mal de choses. Après, bon... c'est clair que ça ne remplacera pas un microscope pour aller voir ce genre de choses-là. Quand on a une implication radiculaire aussi, extraction, et quand on a des pertes osseuses, évidemment de plus de 4 mm, là, ça ne sert à rien, il faut extraire aussi, on est beaucoup trop loin. Alors les traitements, je les ai divisés en différentes phases, ça va pour essayer que ce soit le plus clair pour tout le monde. Quand on a vraiment... Donc là, on est sur la dent fissurée, hein, ça va. Donc vous vous rappelez, on est vraiment sur une fissure qui est centrée, direction MOD exclusivement, ça va.
Et alors, on peut premièrement avoir ces symptômes-là, donc les douleurs à la mastication, au relâchement ou à la pression, les douleurs brèves, aiguës ou de la pulpite réversible. Ça va? On dépose les obturations, on réduit les fractures fragiles. Est-ce qu'on peut dire qu'on garde les fractures qui font 2 mm au moins? Je pense, ça c'est pas mal. Il existe des petits instruments, vous pouvez mesurer, comme ça, moi j'ai ça. C'est un truc à relâchement, hop, vous mettez et ça pince la cuspide et ça vous dit la taille qu'elle garde. Je pense que c'est souvent compliqué de dire en fait ce qui reste réellement et d'avoir un chiffre, ça permet de prendre des décisions un peu plus rationnelles, je pense. Et puis on recouvre, soit avec un composite direct, soit des couronnes provisoires, on peut également faire à ce moment-là, en fonction de l'étendue évidemment de l'obturation qui est déjà en place. Ça va? On ne va pas plus loin, on ne fraise pas plus, on ne fait pas d'ouverture de chambre, on ne fraise pas plus on ne fraise pas dans la fissure, on fait la préparation comme on en a parlé ici juste avant. Ça peut évoluer avec des symptômes de pulpite irréversible. Et là, évidemment, on fait l'ouverture. Et alors, idéalement, il faudrait faire comme ça. Faire l'ouverture, placer un eugénol à l'intérieur, exprimé là sur la petite boulette droite, et puis recouvrir, et puis après faire des contrôles, et terminer le traitement d'eau que si finalement ça a du sens et que la dent pourra être gardée à long terme. La dernière situation qu'on peut avoir dans cette dent fissurée, ça se nécrose, ça va? Et là, il faut savoir qu'on est sur une fissure et sur une nécrose. On fait la même chose, ouverture, alésage le plus complet possible, mise en place de l'hydroxyde de calcium et de nouveau ce recouvrement de cuspide et cette couronne provisoire idéalement. Tout ça, on va le contrôler. Donc là, vous avez vu, on est sur tout du provisoire. Hein, ça va? Ça, on réévalue 4 semaines après. Soit le patient ne sent plus rien, il a sa couronne provisoire et par exemple son ouverture de chambre, soit il ne sent plus rien. Ok, on termine le traitement d'eau et on fait la couronne d'emblée. Ça va? Si les symptômes évoluent et passent en pulpite irréversible, dans ce cas-là, quand le patient revient, vous faites l'ouverture, ou si la dent s'est nécrosée, vous faites l'ouverture et vous faites les traitements nécessaires, mais de nouveau, un traitement qui est provisoire, et vous recontrôlez 2 semaines après. Ça va, 2 semaines, c'est pour que l'inflammation du traitement endo provisoire puisse vraiment diminuer et qu'on soit sûr que tout soit impeccable. Donc finalement, en 6 semaines, on sait pratiquement avoir une vision beaucoup plus claire de l'avenir de la dent, et on a identifié vraiment l'origine des douleurs. S'il n'y a pas d'extinction des symptômes, à ce moment-là, on extrait et on passe à la suite, un implant, un bridge, tout ce que vous voulez. Ça va? Mais donc après 6 semaines, on peut être fixé et on ne doit plus dire, voilà, la dent est nécrosée, il y avait une fissure, on va faire le traitement endo, faire un composite classique, juste fermer la cavité d'accès et puis on fait un contrôle 1 an plus tard. C'est cette année-là plus tard qui va faire que la dent va finir de se fissurer et que la dent sera perdue. C'est au tout début qu'il faut prendre la meilleure décision. Là, je vous ai mis 2 cas, ça c'est cette semaine. Voilà. Là, on m'envoie l'apicale. Là, quand on voit l'apicale, on se dit, oui, ça va, il y a une ouverture qui a été faite. Maintenant, la dent, elle n'a rien. Hein. La dent, elle n'a absolument rien. Il y a un petit problème paro. Mais alors, ce qu'on peut voir, par exemple, sur le bite swing, c'est ce genre de petites lésions qu'on peut essayer de trouver, des trucs vraiment angulaires, juste en distal. Je vous mets la photo de la face occlusale. Vous voyez, il y a même le cavite qui s'est mis dans le cavite ou le diotème, je ne sais pas, dans le début de fissure. Et vous voyez, ça, c'est vraiment les fissures qui sont centrées, avec l'implication ici des 2 crêtes marginales. Hein, donc vraiment... Donc là, elle est en train de se fissurer. On ne peut pas dire, en voyant ça, qu'il faut absolument extraire la dent. Ça va? L'étendue va en fait définir, est-ce que je vais faire l'alésage, l'hydroxyde de calcium, et qu'on va demander... Moi, je vais réduire les cuspides, demander qu'on fasse une couronne provisoire, ou est-ce qu'on va l'extraire directement? Ça, c'est l'étendue qui va permettre de nous le dire. Donc là, on enlève ce qui reste. Et ça, c'est la vision de la fissure qui, en fait, passe. Quand ça passe ce niveau-ci, là, c'est foutu. Et donc, en fait, ici, en distal, ça part complètement au niveau de la racine.
Donc à ce moment-là, c'est extraction pour celle-ci. On n'a aucune chance de garder la dent à long terme. La partie mésiale, elle, j'ai pas la partie mésiale, mais sur la partie mésiale, il n'y avait rien en fait. Donc vous voyez, on avait les mêmes signes au niveau de la face occlusale, mais il y a uniquement un distal où ça posait problème. Juste un regard vraiment de ceci. Pas vraiment de sondage, hein. Ouais, ça fait 3, 4, enfin, assez classique. La deuxième, c'est celle-ci. C'est la 7 qui pose problème, qui donne des douleurs. On peut voir, est-ce qu'il n'y a pas une petite lésion qui commence un petit peu ici. Pourtant, c'est une dent postérieure, une couronne devant. Franchement, ça a l'air bien aussi. L'amalgame sur la face occlusale, il n'est pas très très grand, hein. Ça va. Voilà, ça c'est après que je l'ai enlevé. Et bien là, de nouveau, boum. Vous voyez, on les voit bien, hein. Hop là. Et de nouveau, centré dans le sens émodé. Ça va. Là, je fais l'ouverture. Pas besoin de faire l'ouverture la plus grosse possible. Ça va. Donc la dent ici, vous voyez, elle est bien nécrosée. Je vais juste faire l'ouverture nécessaire pour que je puisse, moi, voir clairement où est le problème. Ici, de nouveau, en distal, boum, la fissure est au-delà de la jonction amylocémentaire. Malheureusement, celle-ci aussi, elle part pour extraction. Si cette fissure, elle s'arrête à ce niveau-ci, là, pas de souci. On fait le traitement temporaire, on temporise avec une reconstruction. Soit on abaisse le cuspide et on fait une provisoire, soit des composites plus importants. Enfin, quelque chose qui permette d'éviter de continuer à favoriser la dent à éclater. Ça va? Et ça, c'est l'autre côté. Ici, vous voyez, ça va jusqu'ici, et puis on n'a plus rien de particulier. Ça va? On voit pas très bien. Hein. Sur celle-là, je suis d'accord. Et oui, ça c'est juste cette semaine. Donc franchement, on en voit plein. La dent fracturée, ben, c'est l'évolution de la dent fissurée. C'est quand la fissure va encore plus loin. Et alors à ce moment-là, on a vraiment une mobilité d'un fragment. Donc n'hésitez pas, vous prenez un petit élévateur et vous mettez en mésial, un petit peu en vestibulaire, en mésial et en distal, et même chose en lingual. Vous élevez un tout petit peu comme si vous vouliez extraire la dent et vous allez voir que la dent va commencer à bouger. Parfois, à ce moment-là, on a des fractures qui partent très très bas vers lingual, vers vestibulaire. Généralement, ça casse mal et ça casse très très bas. Et c'est souvent très compliqué de conserver ces dents-là. Ça commence toujours par, évidemment, l'extraction du fragment mobile. Mais souvent, la dent fracturée, c'est plutôt ça, quoi. Ça, c'est une 6 du haut. Voilà, là, la dent, elle est... Mais ça, sans aide optique, franchement, c'est impossible à voir. Hein. À l'œil nu, franchement, c'est compliqué. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est cette fraisée sans eau, avec les fraises-boules, parce que les poussières vont s'accumuler, en fait, dans la fissure. Ça peut être intéressant aussi. Et alors, la dernière, la fracture verticale radiculaire. Donc ici, on est vraiment sur quelque chose qui est complètement différent, avec une localisation qui est complètement différente, parce que la fissure, elle n'est pas dans le sens émodé, c'est pas ça qu'on cherche. Quand on voit une fissure dans le sens émodé, ça ne sert à rien d'essayer de sonder, parce que ce n'est pas le symptôme qui va nous donner la décision. La fracture verticale radiculaire, c'est généralement un problème qui est uniquement radiculaire, et les préventions sont d'ailleurs franchement différentes. On va avoir la présence de cette fracture, soit sur toute la racine, et uniquement la racine, donc au niveau coronaire, on ne verra rien du tout. Ça va? Donc, soit c'est sur toute la longueur, ça peut être sur une portion en plein milieu de la racine, ça peut être juste sur les 5 derniers millimètres de la racine. Ça va? Donc ça peut vraiment... C'est vraiment horrible ces fractures-là, ça va? Mais finalement, en fait, ça arrive beaucoup moins que ce qu'on le pense, parce qu'il y a une bonne partie des dents fissurées, des cuspides qui se fissurent, qu'on associe à ces fractures verticales. Or que c'est pas ça. Donc je rappelle, donc le sens, c'est l'inverse, c'est vestibulaire
vers lingual ou vers palatin, ça va. Souvent, c'est des dents qui font pas très très mal, mais qui font un abcès, ça va, et qu'on découvre à la radio avec cette fameuse image en J. Alors l'image en J, vous voyez la lésion apicale classique, elle est centrée sur l'apex. L'image en J, on ne va pas avoir quelque chose, je veux dire, de rond qui va se développer au niveau de l'apex. On va vraiment avoir une toute petite lésion, mais surtout qui va remonter tout le long de la racine, que ça soit vers la furcation, que ça soit vers mésial ou distal, ça va remonter. Alors il faut quand même que le problème il soit assez avancé pour avoir ces lésions-là, pour qu'on puisse voir clairement. Ça va ? Ça nécessite évidemment une radio apicale de qualité, avec un positionneur correct, sinon c'est impossible à voir ces images en J. La plupart du temps, ce sont des dents qui ont déjà un traitement endo. Donc sur des dents vitales, ça arrive franchement beaucoup moins. Généralement, ce sont des problèmes de dents fissurées ou fracturées ou la cuspide. On peut faire des hémissections sur ces dents-là, donc éliminer uniquement la racine qui pose problème. L'hémissection, moi j'ai très peu d'expérience, je ne sais pas vraiment vous dire comment ça évolue. Maintenant, je pense que c'est vraiment un traitement qui doit vraiment être très maîtrisé si on le fait. Probablement qu'il doit avoir des dents adjacentes, etc. pour pouvoir avoir le moins de problèmes possible. Et c'est ici qu'arrive le sondage ponctuel, et uniquement à cet endroit-ci. Ça va ? Le problème du sondage ponctuel, c'est qu'il faut pouvoir l'isoler du problème paro. Le problème paro, la poche, elle est quand même beaucoup plus étendue, ça va ? Vraiment sur peut-être 3-4 mm. Quand on a un problème paro mésial, ben, c'est toute la face mésiale où il n'y a plus d'os. Hein, ça va ? Si c'est un problème endo, déjà, on ne cherche pas sur la face mésiale parce que ce n'est pas là que la racine se casse, c'est en vestibulaire ou en lingual. Ça, c'est la fameuse image en J. Ça va ? Vous voyez, si c'était une lésion purement apicale, vraiment, ça fait beaucoup plus comme ça. Vous voyez ? Alors, celles-là, elles sont, je vous l'accorde, très évidentes, ça va ? Alors ça, c'est le mot le plus compliqué de la présentation. C'est la triade pantognomonique. En gros, ce mot très compliqué, ça veut dire que si vous avez ces trois signes-là, c'est que la dent est fracturée au niveau de la racine. On a une dent avec un traitement endo, une fistule et un sondage. Donc, c'est des poches résiduelles au niveau paro qui persistent malgré les surfaçages et compagnie. S'il y a une fistule qui est associée à cette perte, c'est probablement la racine qui pose problème et qui l'a assez fracturée. C'est en fait pratiquement un des seuls moments où on peut être un peu plus sûr, où on peut être sûr que c'est la fracture de la racine qui a posé problème. Donc je répète, là on est vraiment sur un problème qui est uniquement radiculaire. Vous ne verrez rien ou pratiquement rien au niveau de la couronne et le sens il est inverse aux dents fissurées, inverse à 90 degrés par rapport aux dents fissurées. Ça je vous ai pris la plus extrême que j'avais. Vous voyez, elle est dans le sens vestibulo-lingual. Et vous voyez, ça passe les deux canaux mésiaux, ça passe vraiment à travers. C'est toujours dans ce sens-là, les fractures de la racine, ça va. La racine, elle ne va pas genre juste se fissurer juste là. Vous voyez, c'est vraiment à chaque fois dans ce sens-là. La prévention, on va essayer de diminuer les pertes de tissu au niveau intraradiculaire. Je pense que vous voyez bien toutes les nouvelles limes qui sortent en ce moment-là. Les tapers, les conicités, elles sont plus de 6%. Hein. Maintenant, c'est du 4% et on a tendance à rediminuer petit à petit. Pourquoi est-ce qu'on avait du 6% ? En fait, le 6%, c'est un peu par habitude. Vous vous rappelez de Schindler, celui qui a commencé à faire les préparations plus importantes et les condensations verticales à chaud. Le taper de 6% était en fait le plus confortable pour créer les instruments et pour réaliser les obturations le plus facilement possible. On n'a pas de données qui vont vous dire ça c'est la bonne conicité, ça c'est le bon diamètre apical, il faut absolument aller jusqu'à 45. Honnêtement, on n'en sait rien. Ça n'a jamais impacté
la réussite des traitements endo, parce que tout d'un coup, on a fait toutes les endos avec un taper de 4,5%. Non, ça n'existe pas, on ne sait pas. Ça va, ce qu'on sait, c'est qu'il faut aliser sur toute la longueur, tous les nerfs, et mettre une grande quantité d'hypochlorite. Mais la quantité d'hypochlorite, on ne sait pas. Il y en a qui vont dire qu'il faut 10 millilitres par racine, mais on n'en sait absolument rien en réalité. Donc on fait un maximum. Est-ce qu'il faut activer? Vous avez tous ces limes ultrasonores. Quand vous les activez dans les racines, que ça touche les parois, et bien boum, ça va inclure d'autres traumas à l'intérieur des racines. Et donc, petit à petit, eh bien, on perd de plus en plus de structure et donc on favorise la perte de la racine. Les tenons, on en met beaucoup moins maintenant. On met plus maintenant ces tenons, enfin plus ou beaucoup moins en tout cas, ces tenons qu'on vient visser et qui créent un pas de vis au niveau de la racine. Ça, on en met vraiment beaucoup moins. Ce qui est encore mis maintenant, on met des tenons en fibre de fer quand on n'a plus effectivement l'effet férule dont on a parlé tout à l'heure. Là, on va pouvoir en utiliser, mais la plupart du temps, maintenant, on colle, je pense, tout ça. Ceux qui utilisent des systèmes B, etc., pour fermer les canaux, ce sont des grosses pressions. Quand on appuie avec le plugger pour aller faire le plug apical, ce sont des pressions qui sont énormes. Donc il faut essayer de diminuer. Et donc finalement, toutes ces nouvelles techniques d'obturation, telles que les biocéramiques, etc., où on met le cône et on coupe, il y a moins de contraintes qui sont appliquées. Ça va. Les thermocompacteurs, les Max Padden, ça met une pression de dingue dans les racines également. La dent fissurée, alors, moi j'aime pas trop tout ce qui est, enfin je dis pas que moi j'aime pas trop, c'est qu'on sait très bien que les cavites, les duotempes, les coltosols, ça prend à l'humidité et ça gonfle. Donc, je sais qu'il faudrait un maximum éviter. Le pire dans les trois là, c'est le duotempe. C'est lui qui a la plus grosse expansion de prise. Vous avez plein d'articles sur le duotempe. C'est vraiment pas un produit à conseiller. Le pire que vous puissiez faire, c'est vous voyez une dent à ras, vous faites le traitement endo, la dent est à ras de la gencive, et vous mettez un coltosol, pratiquement sûr dans les 2 semaines, clac, ça casse. C'est à chaque fois la même chose. Donc il faut vraiment privilégier les ionomères de verre. Alors, pour ceux qui travaillent avec moi, vous voyez, je mets souvent un IOV qui est rouge. De 1, on le voit bien, et en plus, ce truc, il est super solide. Franchement, je pense pratiquement jamais de dents qui se fracturent entre les séances. Ça va? Et vous savez aussi que je fais souvent les composites au-dessus des dents parce que je considère que c'est le mieux pour le patient, c'est le mieux pour la dent. Une cavité occlusale dans une couronne, autant la refermer tout de suite sur des tout petits accès qui sont faits sur des dents qui n'ont pas grand-chose, autant les refermer tout de suite. Ça va? Donc, moi, j'essaie de travailler vraiment dans cette optique-là, qu'on diminue les séances, qu'on diminue les risques, et je pense que faire les composites quand on a le temps, à la fin des traitements endo, c'est vraiment rendre un service aux patients. Quand vous sanifiez les caries, etc., n'hésitez pas à couper, à réduire les cuspides. De nouveau, je pense que les cavités devraient être beaucoup plus préparées à chaque fois, pratiquement comme des onlays ou des overlays, pour répartir un maximum les charges. Donc ça, il faut vraiment faire super attention. Alors le cone beam, le cone beam, celui qui arrive à avoir une fissure sur un cone beam, il est vraiment balèze. Ça ne sert à rien d'envoyer un patient pour voir une fissure en faisant un cone beam. Déposez l'obturation, regardez, faites une photo. Ça n'a pas beaucoup de sens. On verra le problème quand la lésion sera énorme, mais alors là, à ce moment-là, une apicale vous permettra de le voir très certainement. Donc, je ne pense pas qu'il y ait lieu de faire des cone beam sur ce genre de problème. Et ici, la dernière dia, c'est un peu un tableau un peu récapitulatif. D'où est le problème, la direction qu'elle a. Vous avez vu, j'ai bien insisté sur la direction parce que c'est vraiment un truc qui est finalement assez simple et qui va nous permettre de faire les différences. Et il y a des pronostics. Les pronostics, on en a parlé tout au long. Fissure amélière, c'est excellent.
La fracture cuspidienne, quand elle est prise à temps, généralement, c'est un très bon pronostic. La dent fissurée, il y a une variable partout. Ça va être l'étendue, ça va, mais surtout, identifier d'où vient le problème. Dent fracturée, extraction. Dent fracture verticale radiculaire, extraction. Ça va? Est-ce que c'est un petit peu plus clair pour vous, là, toutes ces dents fissurées, fracturées? Donc je pense, on regarde vraiment la localisation. Est-ce que c'est dans le sens hémodé? Est-ce que c'est dans le sens vestibulo-palatin? On dépose les obturations et on regarde l'étendue. Et en fonction de l'étendue, eh bien, on se dirige soit vers des traitements endo et des reconstructions type couronne, mais alors assez rapidement, sans attendre 1 an pour voir si les lésions guérissent, voir comment ça évolue, etc. Il faut, je pense, faire du définitif plus rapidement. Eh bien, si c'est bon pour vous, c'est bon pour moi. N'hésitez pas, si vous avez la moindre question, à m'envoyer un petit email ou quoi que ce soit. Hein. Ça va ?